5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Bienvenue dans Respiration. Il y aurait beaucoup à dire sur le thème du rêve. Et après avoir découvert la collecte de rêves de l'artiste Stéphanie Lemonnier dans la dernière émission, nous allons aujourd'hui découvrir une culture dont les racines mêmes viennent du monde des rêves. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Vanessa Escalande pour la parution des Messagers du rêve, paru aux éditions de Tout et du Tout. Pour rentrer dans l'ambiance, une programmation aujourd'hui métissée, je vous propose d'écouter Paris Madras de René Aubry. Le rêve, un enseignement des peuples aborigènes. Bonjour Vanessa Escalande. Bonjour Louise. Vous êtes autrice et réalisatrice. Je vous avais déjà reçue pour votre premier livre, Oui. Ma peau d'un autre monde, chez Mama Édition. Alors, avant d'aborder la question du rêve
dont on a parlé là, d'entrée, j'ai noté ça. Vous dites dans le prologue que votre lien avec les aborigènes vous a permis de retisser un lien au sacré. Est-ce un livre plus personnel que le précédent? Non, celui-là, il est complètement différent dans le sens où le premier était très personnel parce que je m'autorisais pas à parler des cultures aborigènes. Donc j'ai écrit dans ma peau d'un autre monde, j'ai écrit ma transformation personnelle grâce à la rencontre avec ces peuples. Et dans celui-là, donc 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, c'est complètement différent dans le sens où, bon là, on va rentrer un peu dans le mystique, mais j'ai vraiment senti pas l'appel, mais la puissance des ancêtres me pousser. Vas-y, 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 exprime, parle de la culture, des cultures aborigènes. Ce qui t'a été transmis, tu as le droit de le transmettre. Ouais. Et ça a été toute une étape, en fait, vers moi, vers ma légitimité, de pouvoir accepter qu'en fait, tout ce que j'avais vécu là-bas, ces transformations, ces déconditionnements pendant des années, eh bien, j'avais le droit d'en parler, même en citant les aborigènes et leur culture. Parce que là-bas, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'appropriation culturelle, donc il y avait un peu cette dualité en moi. Ouais, je comprends. Alors, qu'est-ce que c'est donc que le temps du rêve? Le temps du rêve, c'est un espace préformatif à la création du monde et à tout ce qui existe, en fait. C'est un espace où des êtres divins, des forces cosmiques, comme moi je les appelle, voyagent entre les étoiles, créent des matrices invisibles qui se manifestent dans la matière et sur la Terre et certainement sur d'autres planètes. Donc en fait, ce sont les rêves de ces forces, de ces êtres divins qui se matérialisent dans notre dimension. Le dieu créateur Beham a rêvé et le ciel est apparu, écrivez-vous. Bayamé. Ah bah pardon. C'est pas grave. Bayamé, pouvez-vous nous conter l'histoire de cette création? Alors ça, c'est une histoire qui m'a été transmise par Michael Gillard Anderson, qui est un aborigène du peuple Olawai, un homme initié, aussi un grand défenseur des droits des aborigènes pour la souveraineté aborigène. Donc lui, dans la tradition de son peuple Yulawai, qui est situé en Nouvelle-Galles du Sud, alors je tiens à préciser que les aborigènes, ce ne sont pas un seul peuple, mais de nombreux peuples qui partagent cette cosmogonie du temps du rêve. Mais on estime qu'à l'origine, ils étaient entre 400 et 700 nations aborigènes, avec des langues différentes et des lois différentes, parce que des ancêtres du temps du rêve différents. Donc Michael, lui, du peuple Yulawai, dans sa culture du temps du rêve, il y a une histoire qui raconte la création du monde. Et cette histoire, alors je vais essayer de la résumer, de la raconter à ma manière. Il y a eu ce temps, avant que la Terre existe, où il n'y avait même pas encore de ciel, mais il y avait des esprits dans le monde astral qui vivaient comme les hommes vivent actuellement. Ils vivaient au bord d'une rivière céleste, en harmonie, ils faisaient des cérémonies. C'était la même chose, mais dans le plan invisible. C'était des esprits. Et donc tout ce monde-là vivait dans la paix, l'harmonie. Et puis un jour, il y a eu une forme de corruption qui est apparue. Alors il me semble que dans l'histoire de Michael, c'est un esprit blanc qui a créé cette corruption, mais ça n'a pas de lien précisément avec nous les humains. Et à partir du moment où l'harmonie a été rompue, les esprits se sont mis à tomber de cette rivière céleste. Alors les anciens ont fait un conseil et ont demandé à une grand-mère divine, je pense qu'il y a une hiérarchie dans le monde céleste, sont allés voir cette grand-mère pour discuter de comment faire revenir l'ordre dans le ciel. Enfin, le ciel n'existait pas, mais enfin, vous comprenez, dans cet espace, dans le temps du rêve. Ouais. Et donc, ils ont discuté ensemble et puis ils se sont dit que ça serait bien de créer une planète, la Terre, où les esprits pourraient s'incarner en tant qu'hommes et réapprendre à travers les initiations les lois de l'harmonie. Et au moment où ils ont évoqué cette idée, la rivière céleste a explosé. Tout est parti en poussière, en cailloux, en rochers. Et Bayamé, qui est l'intelligence suprême de tout cet ordre-là, a créé une matière qui a retenu tous ces cailloux, toutes ces poussières
comme des fils. Tout a été retenu avec des fils. Et il est dit que quand les hommes sur Terre auront réappris les lois de l'harmonie, tout reviendra à son point d'équilibre. Tous les morceaux de rocher, de pierre, les étoiles, ça tout reviendra à son point de départ. Alors je lis un passage dans la continuité de ce que vous dites, de votre livre bien sûr. Avant la création du monde physique, les humains et les animaux préexistaient dans le temps du rêve comme une énergie pure. Chaque espèce animale n'avait pas encore un corps. Ils étaient plus des traits subjectifs, des qualités expressives, des caractéristiques de la personnalité de ces êtres ancestraux proto-humains. Chaque espèce combinait des traits humains et animaux et pouvait changer d'une forme à l'autre, des métamorphes. Les forces animées ne se sont manifestées physiquement qu'après l'achèvement de la formation de la Terre. Les plantes ont été déposées en premier en tant que potentiel dans la Terre. Pourquoi cette importance des plantes ? En fait, dans cette conception-là, le potentiel nourricier des humains et des animaux était dans la Terre. Et c'est ce potentiel nourricier qui a fait que les humains et les animaux ont pu se manifester sur la Terre. S'il n'y avait pas eu le potentiel pour ces espèces que nous sommes aujourd'hui, les potentiels humains et animaux seraient restés non manifestés. Et à partir du moment où le potentiel était sur la planète, ils se sont matérialisés. Oui. Voilà. Vous expliquez, toutes les espèces humaines et animales se manifestent depuis le temps du rêve, seulement si leurs plantes spécifiques et autres types de nourriture sont mises en avant par la terre nourricière. Et c'est comme ça que le monde a été créé par ses ancêtres divins qui... Alors, on parle de notre planète spécifiquement, mais j'imagine que sur d'autres, il y a d'autres potentiels qui ont été plantés pendant ce grand chaos de la création. Voilà, et enfin, moi, je trouve ça... Enfin, ça m'a fascinée, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans le livre, parce que je me suis toujours posé la question de avant et comment. Et il m'a toujours semblé logique qu'il y avait un espace où les choses étaient pensées ou rêvées, ou peu importe, ou chantées, ou ça dépend des cultures. Hein. Des fois, on parle de vibration, des fois, on parle de rêve. Et voilà, j'ai trouvé chez les aborigènes une explication qui m'a complètement, non pas séduite, mais convaincue. Ouais, j'ai bien compris. Enfin, on le comprend très bien en vous lisant. Hein. On a déjà appris beaucoup de choses avec vous. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est la connexion au temps du rêve ? Cette connexion, c'est ce lien sacré que l'on a en soi, à l'intérieur de soi, en fait. C'est une conviction profonde qu'on existe au-delà de notre corps et qu'il y a un espace... un esprit, alors. Qu'il y a un esprit et qu'après la mort, on rejoindra cet espace d'avant le fait que nous soyons humains. Voilà, c'est ce lien que l'on nourrit à travers moi personnellement, à travers la peinture, à travers mes créations, à travers l'écriture, à travers la méditation. Je nourris cet espace en moi que certaines cultures aborigènes appellent le dadiri, oui. Ce silence intérieur, ouais. Qui permet de se relier à cet esprit qui est au-delà de nous et qui sait tout et qui voit tout à travers toutes les dimensions de l'espace et du temps. Et quand on a une question à poser, on peut se relier à cet esprit-là pour avoir des réponses sur le passé ou sur le futur. Très bien, on va continuer on va faire une pause musicale et ensuite on va parler de dadiri, justement. Alors, on écoute là, c'est du brésilien, hein, je ne sais pas si ma prononciation va être très très bien, Corar na beira do mar, de Pedro Mitsutani. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Caso você voltar, não vou estar mais aqui. Cansei de suplicar, eu despiei. Não quero te ver dançar, não
quero te ver sorrir. Tudo que eu guardei pra ti, eu engoli. Então você já pode se perder. Hoje eu me senti doce, mas a madrugada trouxe o pensamento em você. Ainda que só fosse carência de quem já cansou do que ainda tem por vir. Não tem por que fazer assim. Eu não quero mais viver questionando o tempo com você, mas não dá pra te esquecer assim. Chorar na beira do mar, quem vê pensa que o mar pode esconder as luzes atrás. Você, a mim, chorar na beira do mar, chorar na beira do mar. E não adianta explicar, escolha ficar. Vou mergulhar, eu vou sozinho. Vous êtes dans Respiration, respirez bien. Je suis avec Vanessa Escalante aujourd'hui pour la parution des Messagers du rêve, un enseignement des peuples aborigènes, un livre paru aux éditions de Tout et du Tout, une maison d'édition que j'aime beaucoup pour faire pour faire rimer. Alors, on feuillette ce livre, on apprend des choses sur cette culture lointaine et méconnue. Qu'est-ce que le dadiri alors? C'était là. Vous aviez commencé à en parler tout à l'heure. Alors le dadiri, c'est d'après Myriam Rose, qui est une aînée aborigène dont j'ai du mal à prononcer le nom, il faudrait que je l'ai sous les yeux. Nongemer, je crois que ça se dit comme ça. Très bien. En fait, j'ai découvert son texte et ses mots à la radio. Et en fait, à travers ces mots, je me suis connectée à ce dadiri, c'est-à-dire à cette conscience silencieuse à l'intérieur de moi. Rien qu'à la lecture de son texte qui parlait de cette conscience silencieuse, le dadiri, qui veut dire le son des eaux profondes dans sa culture aborigène à elle, eh bien voilà, j'ai été bercée et je me suis dit c'est magnifique, magnifique, et voilà, j'ai voulu le transmettre à travers ce livre et que les gens rentrent dans cet espace-là en lisant ces mots. Et donc c'est encore une fois cet endroit au fond de soi. Moi je dirais qu'il se trouve entre le plexus solaire et le haut du nombril. Ouais, il y a un endroit où peut-être plus au niveau du cœur là. Ouais. Peut-être l'endroit où l'esprit rentre quand on s'incarne, quand on vient sur Terre. Et on peut se reconnecter tout le temps à cet endroit pour se nourrir on a tout à l'intérieur, on a l'univers entier, on a sa famille, on a ses liens sociaux, on a son environnement. Ça. C'est ce que dit le bouddhisme aussi, qu'on a l'univers à l'intérieur. Bah c'est ça, le dadiri. Et l'écoute profonde, ça me fait beaucoup penser, ou même à la pensée de Maître Eckhart, qui parle du fond, à l'intérieur de nous-mêmes. Bien sûr, ça fait beaucoup penser à la pratique de la méditation. C'est une méditation. Écouter cet espace, ça ne veut pas dire juste écouter les bruits environnants, c'est être tellement connecté avec l'intérieur qu'on est capable de plus penser en fait. Quand on touche à cet endroit, en fait, c'est comme si notre esprit rejoignait notre corps physique. C'est comme ça que j'ai ressenti le peu de fois où j'ai réussi à faire cesser mon mental, mais bon, ça m'est quand même arrivé quelques fractions de seconde, donc j'ai pu percevoir ce que c'était que ce son des eaux profondes. C'est un son infini qui nous relie au grand tout. Voilà. Depuis même l'espace de notre petit lit, on peut être relié à des années-lumière dans l'espace-temps et se sentir complètement en paix avec soi-même. Être immobile apporte la paix et la compréhension, écrivez-vous.
à ce propos, du Dadiri. Alors, je vais lire à nouveau un passage. C'est sur le tournage de mon premier film, La révolte des rêves, qui s'est fait en 4 ans, que tout mon formatage occidental s'est écroulé. À force de me faire poser des lapins, de courir après les gens, de pleurer sur moi-même, j'ai fini par lâcher prise et laisser les choses venir d'elles-mêmes. Mon film s'est fait quand j'ai pu être réellement à leur écoute, c'est-à-dire en suivant le flow, le rythme naturel des choses. J'ai accepté de perdre mon argent et de vivre à leur rythme. Avec le recul, tous mes films avec les aborigènes se sont faits en suivant les opportunités qui se présentaient, en surfant sur la vague du temps sans forcer les choses. Les films se sont réalisés par eux-mêmes. Lâcher le contrôle sur le temps a été ma plus grande réussite. Ça rejoint le contrôle sur le temps, ça rejoint cet espace d'écoute, en fait. Parce que j'ai mis 4 ans à acquérir un premier niveau d'écoute, en fait. Mais le plus basique. C'est-à-dire qu'en enregistrant les voix des aborigènes, j'avais l'impression d'être à l'écoute, d'écouter, mais au sens propre. Alors qu'en réalité, j'écoutais pas leurs besoins, j'écoutais les besoins de mon film et les miens. Et donc, voilà, à force que les gens m'échappent, que j'arrive jamais à amener une séquence comme je la voulais, enfin, c'était catastrophique, quoi. Eh bien, il y a un jour, je sais pas, petit à petit, ça s'est fait, mais un jour, j'ai compris qu'il fallait que j'attende que ça arrive et que les choses viennent à moi. Et là, j'ai touché un premier degré d'écoute. Ouais. Et j'ai pu enfin regarder l'espace. Mais c'est pas le regarder avec mes yeux, c'est le regarder avec toute ma présence. Et c'est cette présence-là, en fait, qui a tout changé, qui a fait que les films ont commencé à se faire, et que les voix ont commencé à se délier, que les gens sont venus me confier des choses. Oui, vous dites donc qu'il s'agit d'être en phase avec le rythme naturel des choses, de suivre le flow. Donc, qu'est-ce que cela vous a appris par rapport à notre mode de vie occidental ? Ah ben moi, ça m'a changé du tout au tout parce que ça m'a apporté un calme intérieur, d'accepter, de perdre le contrôle. C'est-à-dire de perdre tout son argent. Au final, on en revient au fondamental, l'argent. Parce que faire un film, c'est de l'argent. S'il n'y a plus d'argent, on ne peut pas le finir. Si on ne le finit pas, on est venu pour rien, on a dépensé tout pour rien. Bon, bref. Et du coup, lâcher, accepter de tout perdre, ses convictions, son rapport à l'argent, même le fait de ne pas finir un film, de me dire je suis venue pour rien, tout ça j'ai accepté. Et quand j'ai fini par accepter, la magie s'est produite. À chaque fois, la magie s'est produite. Et des choses que j'avais jamais prévues et inattendues, encore meilleures. Et là, j'ai compris ce que c'était. Mais quand je dis compris, c'est pas intellectuellement. C'est d'un coup, je me suis mis à naviguer avec le moment présent et à comprendre que j'ouvrais la porte à une infinité de possibilités que je bloquais quand je voulais un plan A, un plan B, un plan C. Contrôler. Et tout simplement. Et là, en fait, ça m'a complètement déformaté et j'ai jamais pu revenir en arrière. C'est comme quand on tombe dans la potion d'Astérix. Là, on revient. Enfin, on est tombé dedans, on revient plus en arrière. Donc ben voilà, aujourd'hui, je vis beaucoup mieux avec on va dire 60% de stress en moins. Formidable. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui leur a permis à toutes ces personnes que vous avez rencontrées de s'ouvrir plus à vous ? Ah mais complètement. Ah mais oui, parce que là, les choses sont faites naturellement. J'avais une énergie qui n'était pas la bonne, donc il y avait des fermetures, des empêchements soudains, des excuses à la noix. Des crispations. Voilà, et après, quand je me suis décontractée, forcément, les choses ont été plus simples. Et puis j'ai été à l'écoute, donc ils me demandaient un service, je leur rendais. J'étais plus au service du film, mais à partir du moment où on se met au service, parce qu'ils ont quand même... faut le dire, les aborigènes dans les communautés vivent dans des conditions très 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 difficiles. Ouais. Et donc, ils ont besoin de choses basiques, un transport, un peu de viande, des légumes. Voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est ça, passe avant. Et là, forcément, on reçoit, on donne, on reçoit. C'est vrai. Et il y a un rôle le rôle à la nature, il est omniprésent dans ce livre quand même. Donc, par exemple, vous parlez du rôle de l'eau en tant que miroir dans cette relation au temps du rêve. L'eau, oui, c'est encore une fois, moi je transmets les paroles de femmes et d'hommes aborigènes
qui m'ont transmis des choses qui m'ont bouleversée. Donc, je leur donne la parole. Et l'eau, pour les femmes, pour certaines communautés, je n'ai pas exploré toutes les communautés, donc je ne peux pas parler au nom de toutes, mais évidemment, l'eau, elle est fondamentale pour tout le monde. Mais dans une communauté du Kimberley, on m'a dit que l'eau était le miroir pour que les esprits enfants qui viennent depuis l'espace-temps du rêve puissent rejoindre le ventre de leur mère. Oui. C'est magnifique, parce que comme on est fait à 90% d'eau, c'est grâce à la présence de l'eau dans le ventre de la mère, enfin de le corps humain, que l'esprit est dirigé. C'est comme ça que je le transmets, mais donc voilà. Donc les femmes vont, quand elles sont enceintes, elles se rejoignent dans des endroits, dans des trous d'eau justement, pour se mettre en relation avec le temps du rêve, avec l'espace où tout est créé pour que l'enfant soit bien en harmonie avec son esprit et son corps quand il viendra à la naissance, quand il naîtra. Elles se mettent dans des trous remplis d'eau. Oui, dans des trous d'eau. Ah, super. Ça doit être super de baigner comme ça avec son gros bidon. Gros bidou. Ça allège dans ce moment-là. Alors, j'ai vu aussi que pour le peuple Eulaï, de Nouvelle-Galles, il y a, et j'ai noté ça parce que c'est juste mignon, les Mimi, esprits de la nature, qui ont pris des formes végétales sur Terre. Quel rôle jouent-ils par rapport au temps du rêve, ces Mimi ? Alors, d'après les Yulawai, encore une fois, je ne parle pas au nom des autres. Oui. Les Mimi sont les esprits qui animent le monde végétal sur la Terre, voilà, tout simplement. Le monde végétal a une dimension spirituelle et donc ces Mimi sont visibles. Ça serait dans notre vision occidentale. Alors ils ne sont pas du tout comme nous, mais représentés comme dans notre bestiaire à nous, mais c'est les esprits de la nature chez les aborigènes. Alors ils sont représentés, quand on est capable de les voir, comme des brindilles, comme des grandes brindilles qui dansantes. Alors on les retrouve peintes dans des cavernes. Alors c'est pas seulement les Yulawai qui ont la connaissance de ces Mimi. Ça, je pense que ça recouvre une grande majorité de l'Australie. Dans d'autres communautés, peut-être qu'on leur donne d'autres noms, ou ils ont peut-être d'autres formes, mais voilà. Magnifique. Alors je vous propose de nous retirer tous ensemble sous la canopée un morceau de Polo et Pan et d'imaginer, de nous représenter ces Mimi. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Les oiseaux
ensemble en Amazonie. Un retour aux sources, vie sans artifice. À deux dans la forêt, moins des maléfices. Dans la torpeur moite et luxuriante d'une jungle exubérante. Les arbres millénaires nous ont adoptés et nous vivions heureux dans la canopée. Jungle sauvage, ouvre tes bras. Il en faut peu pour toi et moi. Prenons racine dans les bois. Enfants naïfs ou hors la loi. Les pieds plantés dans un ruisseau. Écoute chanter ce drôle d'oiseau. Il nous invite un peu plus haut à partager nos idéaux. Je suis aujourd'hui en compagnie de Vanessa Escalante et non pas Escalande, comme j'ai passé mon temps à le dire. Veuillez excuser mon côté professeur Tournesol. Nous sommes donc ensemble pour la parution de Les Messagers du rêve, enseignement des peuples aborigènes, paru aux éditions de Tout et du Tout. Alors Vanessa, je vous cite à nouveau. Chez les aborigènes, la famille inclut le tout vivant, le monde physique, le monde humain et le monde invisible. Vous dites que cela a changé votre vision du monde. Oui, ils ont un système de parenté très complexe avec plusieurs degrés de connaissances, de responsabilités, de devoirs. Alors évidemment, maintenant avec la colonisation, ils ne pratiquent pas... ce système complexe n'est pas dans toute l'Australie, il est encore pratiqué dans les communautés éloignées, dans le désert, etc. Mais enfin, voilà, il devient difficile pour les jeunes de rentrer dans un système aussi difficile. Mais néanmoins, il y en a encore beaucoup qui rentrent dans ces traditions. C'est un système qui inclut le monde végétal, animal, les astres. Alors, comment vous expliquer ça? Déjà, il y a un premier degré, c'est le totem. Ensuite, c'est un système de 8 noms de peau. On appelle ça les noms de peau. C'est des noms de famille qui sont distribués à travers toute l'Australie. Et ces noms de peau donnent une position familiale des personnes par rapport aux autres. Je vais vous expliquer, mais assez rapidement. Et puis, il y a aussi une classification dans 2 parts. 2 parts qui symbolisent, si on veut vraiment faire un raccourci, le yin et le yang, vous voyez. Ouais. Si un enfant est dans une part, dont elles ont souvent des noms animaux, dans une part A, cet enfant-là va devoir impacter le monde d'une certaine manière et avoir un certain type de connaissances. Et celui qui est dans la moitié B va avoir les connaissances par rapport à son totem opposé et impacter le monde d'une autre manière. On va le dire comme ça. Mmh. Donc, le lien de parenté, il y a d'abord le totem. Le totem, c'est le totem. On va parler du totem principal, c'est le totem de la nation aborigène. Chaque nation a été ensemencée par un être divin, un être, voilà. Il a souvent un nom animal parce qu'il est représenté par une forme animale dans le ciel pour les aborigènes. Et cette essence spirituelle qui a fertilisé, qui a créé la terre et tous les hommes qui sont dessus, tous les hommes qui sont là sur cette terre partagent le totem
qui les a ensemencés. Donc on va dire par exemple le totem du kangourou. Voilà. Alors c'est pas l'animal, c'est l'espace dans le ciel qui a une forme de kangourou et toute la terre de certains clans. Enfin, on va dire que ce kangourou a traversé la moitié de l'Australie et sur son itinéraire, il a créé les paysages, il a créé les hommes et ces hommes-là, portent la connaissance des lois ancestrales liées à cet ancêtre. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui vit sur la terre que l'ancêtre a créé, que tout animal confondu, toute plante confondue, tous les êtres vivants sont soumis aux lois de cet ancêtre. Donc en ce sens, c'est ça le totémisme, c'est-à-dire que tous les êtres vivants, même s'ils vivent dans l'eau, dans la montagne, ils n'ont pas le même écosystème, et sont du même sang en fait, si vous voulez. Tout ce qui vit sur la même terre, qui a le même ancêtre, est du même sang. Donc tous les aborigènes sont les frères, les sœurs, les tantes, les oncles d'un arbre, d'une montagne, voilà. C'est beau. Donc ça, c'est un premier degré de lien de parenté avec le grand tout. C'est ça le kinship. Le kinship, c'est les noms de peau. Alors les noms de peau, c'est un système qui, comme je vous disais, c'est comme des noms de famille. Il y a 8 noms de famille, on va schématiser. Ces 8 noms de famille sont distribués à travers un cycle de naissance. Par exemple, le nom de famille numéro 1 va faire des enfants qui auront le nom numéro 2. Tous les numéros 2 de toute l'Australie, tous ceux qui portent ce nom de famille, alors ils ont un nom de famille de naissance, mais on leur colle ce nom de peau derrière. Donc les numéros 2 vont faire des enfants qui portent le nom numéro 3 et jusqu'à 8. Et après, on redistribue. Ce qui veut dire que les numéros 1 vont être les mères de tous les numéros 2. Les numéros 2 vont être les cousins de tous les numéros 4. Les numéros 4 vont être les tantes et les oncles de tous les... C'est un système qui a une forme, on va dire, en 3D. C'est comme je sais pas, prenez... ça pourrait être une toile d'araignée, quoi. Et en fait, chaque nom est relié par rapport à l'autre par une position. Voilà, tante, oncle, grand-mère, grand-père, frère, sœur, cousin, cousine, belle-mère. Et en fait, ce système permet déjà de ne pas se marier avec les noms de peau qui sont interdits, comme les belles-mères. Ouais. De se marier avec les noms de peau qui correspondent. De s'adresser à telle ou telle personne de la bonne manière. On ne regarde pas les frères dans les yeux, par exemple, ni les cousins. On passe par un oncle ou une tante pour passer un message. Voilà, ça codifie beaucoup les relations humaines. Et ce système permet à la fois, quand on se déplace dans toute l'Australie, de savoir qui est dans n'importe quelle communauté, même si on ne connaît pas les gens, qui sont nos grands-mères, qui sont nos grands-pères, qui sont nos pères. Voilà, donc c'est une famille élargie. Oui, on se sent moins seul dans On n'est cette pas culture. seul, mais on est aussi chargé de beaucoup de responsabilités et de devoirs, du coup. Et donc ce système s'applique aussi à certaines terres, à certains éléments, à certains arbres. Donc ça veut dire que la nature est aussi inclue dans le monde humain, dans un système de parenté proche. Et ça permet de protéger une terre, de s'adresser à une terre en particulier. On peut pas, chez les aborigènes, on ne peut pas rentrer sur n'importe quelle terre, n'importe comment. On rentre sur les terres dont on est le gardien, on sait parler aux esprits du lieu, on vient avec une intention particulière, suivant qui l'on est, quel degré de responsabilité ou de respectabilité on doit à ce lieu ou à cet arbre. Vous voyez, c'est très, très, très codifié et c'est très complexe. Et seuls les aborigènes peuvent dire. Moi, je ne pourrais pas aller vous détailler quoi, qui, quand, comment, mais ils pourront vous expliquer pourquoi ils ne peuvent pas manger cet animal, pourquoi ils peuvent manger celui-là, pourquoi ils n'ont pas le droit de couper cet arbre. Et souvent, c'est parce qu'il y a un lien de parenté avec particulier. Ouais. Alors, la notion de pays est du coup plus vaste car elle intègre le temps du rêve, c'est ça ? Ah ben là, complètement. Parce que, en fait, tout l'espace géographique est la trace du rêve des ancêtres. Ce n'est que la Terre et les hommes sont que la manifestation du rêve des ancêtres. Donc en permanence, on doit protéger absolument la Terre et son environnement. Et c'est pour ça que ces liens de parenté sont extrêmement importants. Pour un aborigène, détruire un site sacré, c'est lui couper les veines, lui couper une jambe, lui couper un bras. Et leur mission, c'est vraiment de protéger tout ce que le monde divin a créé et matérialisé. Alors, vous écrivez, en chantant, les humains se souviennent de leurs origines célestes et continuent de tisser le lien sacré entre ciel et terre. Et en dansant, ils nourrissent le lien avec le divin, car chanter
est un soin pour la terre, écrivez-vous. C'est très beau ça. Et oui, le chant, c'est en fait, ils chantent quand ils chantent dans les cérémonies, ils chantent l'histoire, le rêve de la création, de leur univers, de leur géographie. Ils chantent le rêve de l'ancêtre. Et en fait, ça peut être un simple mantra comme le kangourou est venu. Alors on parle de kangourou divin. Hein, est venu, il a vu cette terre, il s'est assis dans l'herbe, il a dit l'herbe est bon, et puis il s'est allongé pour se reposer. Et ils peuvent chanter ça en boucle, hein, dans une langue aborigène. Et en fait, rien que ce chant-là, ça a plusieurs degrés de signification. Et plus on va dans les initiations, plus on va apprendre le degré de signification qu'il y a derrière ce chant. D'abord, ça raconte l'histoire de l'ancêtre, mais ça va encore plus loin. Il y a des connaissances cosmiques derrière, il y a des connaissances sur la création du monde. Il y a des morales aussi derrière l'histoire. Et donc voilà, c'est en chantant qu'on ravive l'esprit, l'essence spirituelle de l'histoire ancestrale qui a nourri, qui a ensemencé, qui a fertilisé la terre et créé les hommes. Et les danses, c'est pareil, on mime, pendant les cérémonies, on mime l'histoire céleste. Alors souvent, évidemment, les danses, les ancêtres ont croisé d'autres ancêtres pendant la création de la Terre. C'était des forces cosmiques qui ont voyagé dans les étoiles, c'était comme une guerre des étoiles, donc il y a eu des chocs entre les forces cosmiques. Alors, il y a peut-être la force, l'ancêtre du dingo, qui vient de l'espace dans le ciel, qui ressemble au dingo, et la force cosmique du kangourou qui se sont croisés, et en se choquant, une montagne est née. Alors là, on a les aborigènes qui sont à la fois les gardiens du dingo et à la fois de l'ancêtre, de l'histoire de l'ancêtre du kangourou, qui vont raconter la section d'histoire qui correspond à la montagne où il se trouve, par exemple. Alors, on va raconter la création par la rencontre des ancêtres. Superbe. Ben, ça tombe bien parce que c'est le moment de danse ici dans le studio et chez vous. Donc avec Vanessa, on va faire quelques mouvements, avec René aussi. Un morceau que j'ai retrouvé par hasard et dont je suis dingue en ce moment. On écoute Lola de The Kinks. Vous écoutez Aligre FM 93.1. I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, 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 Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola,
Alors, je suis toujours aujourd'hui avec Vanessa Escalante. Vous allez bien, Vanessa? Bah, toujours bien, oui, oui. On parle de son dernier livre et donc là, peut-être pourriez-vous, dans cette dernière partie de l'émission, nous parler d'un sujet passionnant qui est l'art et la guérison dans la culture aborigène. Ah bah là, c'est large. Oui. Je sais pas par où commencer. On là. peut peut-être comme, je sais pas. Bah, disons qu'on va commencer par l'art, parce que j'adore peindre. Et du coup, c'est vrai que ces peuples m'ont permis quelque part de connecter à cet art-là, puisque pendant des années, j'ai regardé des aborigènes peindre et je savais pas peindre. Et du jour au lendemain, je me suis mis à peindre. Donc ça a été une guérison aussi, parce que quelque part, c'est pas quelque part, c'est chez les aborigènes, l'acte de peindre, c'est ce qui est de plus important. C'est pas l'œuvre finale, c'est toujours cette idée de toujours se relier au monde divin, au monde des ancêtres. Alors les ancêtres, je parle toujours des êtres divins qui ont rêvé le monde, hein, Oui. pas nos défunts, bien que les défunts rejoignent cet espace-là, mais les aborigènes peignent toute leur vie, leurs rêves, leur histoire. Alors c'est souvent représenté de façon stylisée, hein, c'est souvent une forme de géométrie qui représente l'ancêtre, mais dans cette géométrie, il y a toute la connaissance liée à leur existence, aux lois de l'univers, etc. Et donc, en peignant, ils réactivent en permanence cette graine de vie dans l'espace-temps qui est à leur origine et qui est toujours présent, qui existe toujours, puisque il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Chez les aborigènes, tout se passe en même temps. On est toujours dans cet espace du temps du rêve en création. On est en train de remonter quelque part vers la source en reconnectant notre harmonie. Donc, l'acte de peindre chez les aborigènes, c'est à la fois la base de l'harmonie et de la santé, hein, puisqu'on est tout le temps dans ce lien sacré avec le présent et le passé et le futur. Et on guérit quelque part l'âme, c'est comme une méditation. Et souvent, les peintures se font en chantant. Les anciens et les guérisseurs sont souvent de grands peintres aussi. Les guérisseurs, on va dire chamans, même si c'est pas le nom aborigène, mais ces grands chamans du désert, ces grands magiciens qui ont un pouvoir très concentré et qui peuvent extraire le mal de la terre ou des gens, sont souvent de grands peintres. Et dans leur peinture, ils peignent des codes secrets cachés derrière. Des codes qui les ramèneront peut-être le jour de leur mort, dans leur pays d'origine. Après, cet espace où du temps du rêve, d'où ils viennent, vous voyez. Ils peignent la destination finale derrière leur rêve, sous forme de symbole, le chemin qui les conduira jusqu'à la source. Ce sont des chamans, en vous lisant, qui ont quand même des pouvoirs incroyables de se déplacer dans l'espace, l'espace-temps. Alors, je parle de certains, bien sûr, donc pas tous, même s'ils ont reçu, même s'ils sont reconnus dans l'enfance comme ayant la capacité de parler aux esprits, ou s'ils ont reçu leur pouvoir de lignée par le père ou la mère, ou qu'ils ont suivi des longues initiations pour devenir des grands guérisseurs. Bon, ils n'ont pas forcément tous un pouvoir concentré, hein. On parle toujours de cette même force en nous, hein. Toi, tu l'appelles le chi. Oui, l'énergie. L'énergie vitale, certains sont capables de l'utiliser pour effectivement faire des voyages de conscience. Ils envoient souvent un animal de pouvoir à distance travailler pour eux quand ils ne peuvent pas se déplacer. Ou alors ils peuvent se rendre... Il est dit qu'ils peuvent se rendre invisibles, mais enfin moi j'y crois complètement. Oui, c'est ça, ouais. Ils ont la capacité certains de bilocation. Moi, je parle d'un dans mon livre qui est venu me voir dans ma réalité. Hein. Maintenant, il est passé de l'autre côté. C'était un grand guérisseur qui a eu cette réputation de pouvoir se rendre invisible, effectivement, et de voyager dans les dimensions du temps. Et donc, lui, Spider, il a disparu en 2008. Du jour au lendemain, on a retrouvé... il y a eu une grande enquête autour de lui. On a retrouvé ces traces de pas qui s'arrêtaient net dans le désert, accompagnées de 2 dingos. Et les 2 dingos aussi, leurs traces s'arrêtaient net, comme s'ils avaient disparu sur place. Et donc, pour les aborigènes, parce qu'il y a 2 enquêtes, il y a l'enquête officielle australienne, qui, pour eux, c'était un vieux sénile qui n'a pas pris ses cachets, qui s'est perdu dans le désert. Ouais. Pour les aborigènes, c'est autre chose. C'est non. Il a rejoint la terre du rêve, il a rejoint la terre des morts, il a réussi à trouver le chemin. Et lui, ce grand guérisseur, il est revenu se manifester
qu'il avait trouvé le chemin pour retourner à la source. Il l'a manifesté auprès de... Vous le lirez dans le livre, son histoire. De quelle manière il s'est manifesté, c'était très drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Et le jour où moi, j'ai écrit cette histoire, il s'est manifesté dans ma chambre. Oui, avec le rouge-gorge. Non, ça, c'est un autre. Ah, d'accord. Ah oui, non, mais quand je vous dis le monde aborigène me parle, non, lui s'est manifesté sous forme de boule de lumière qui a traversé ma chambre. C'était très impressionnant. Ouais. Incroyable. Donc vraiment une culture d'une grande richesse qui méritait vraiment d'être mieux connue dans cette partie-là plus spirituelle. Oui, c'est une culture, c'est des cultures hermétiques, donc on a très peu accès à ces choses-là, ces dimensions-là, et même si avec la colonisation, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, il n'en reste pas moins que les guérisseurs font encore des cérémonies très poussées et ont des techniques très très particulières et qui leur appartiennent pour soigner les gens. Vanessa, est-ce que vous repartez bientôt en Australie ? Quelle est votre actualité ? J'y suis retournée en 2024 faire un documentaire qui s'appelle Darren, le gardien du feu. C'est le portrait d'un homme issu des générations volées, des enfants métis qu'on a enlevés. Vous nous aviez parlé de lui dans le premier livre. Hein ? Tout à fait. Darren, ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu. Et je me suis dit, je veux faire un portrait de lui, mais plus sur sa guérison en tant qu'enfant qui a été déraciné, coupé de sa culture. Comment lui s'est guéri spirituellement et comment il a retrouvé d'une certaine façon ses racines aborigènes, de quelle manière. Et ce film a eu le prix du jury au Festival des spiritualités et traditions chamaniques en octobre. Félicitations. Et alors, vous, comment... votre actualité personnelle Moi, depuis que j'ai arrêté de tourner, en fait, ça a commencé à partir du confinement. Bon, j'ai fait ce film l'année dernière, mais je ne tourne plus. Et si vous voulez, le totémisme, il a complètement... il est rentré dans ma vie d'une manière où maintenant il fait partie de mon quotidien. Je vous parlais sincèrement, quand je ferme les yeux, je vois des animaux tout le temps. Et donc je fais des dessins d'aura, en fait, d'âme, où je vois des animaux qui expriment la personnalité des gens, leur axe de vie, leurs problématiques. Et en fait, je travaille essentiellement à faire des dessins d'âme et à faire des formations aussi sur les pratiques de guérison aborigène. Très bien, vous nous donnerez un site vers lequel, oui, pour qu'on puisse vous retrouver. J'ai vu vos dessins passer depuis ces années où on avait fait la première émission et maintenant. Mais je ne connaissais pas le sens profond de ces dessins. C'est éclairant de l'apprendre là. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci d'être venu spécialement pour l'émission. Je suis très touchée de ça. Et moi, je recommande chaleureusement ce livre, Les Messagers du rêve. Offrez-le à Noël. Ah oui, ça c'est une belle idée cadeau. En plus, il est pas cher. Il fait 12 €. Voilà un livre qui est riche et qui a du sens. Et qui a du sens, oui. Alors nous, on se retrouve dans Respiration à la veille de Noël, le mardi 23 décembre, pour un thème qui est magie yin, respiration et intention. Ce sera une rencontre avec une thérapeute holistique qui s'appelle Isis Bourawa, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec les noms, qui nous fera découvrir son approche en lien avec la notion de magie yin dans la tradition d'un taoïsme chamanique. Ça va être passionnant. Waouh, je vais écouter. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite de délicieux moments et un grand merci à René Clancy pour la technique. Merci à tous. 5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte.
FM 93.1.